Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette interview qui sera, je suis sûre, très intéressante avec Pierre-Olivier Beckers, vice-président du Comité international olympique et ancien président du Comité olympique et interfédéral belge. Nous sommes très heureux d'avoir Pierre-Olivier ici aujourd'hui parce qu'à Gouberna, nous pensons, Pierre-Olivier, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi, que la gouvernance du sport est très importante parce que le sport est très important et la gouvernance prend une place très symboliquement cruciale dans les médias internationaux, nationaux et internationaux. Donc, tout d'abord, je veux te féliciter pour ta nomination en tant que vice-président du Comité international olympique et te remercier aussi pour cette occasion qui est vraiment une occasion très particulière d'échange et de partage de tes expériences. Je vais peut-être d'abord te donner la parole pour te présenter un peu toi-même. Tu as fait un long parcours à la tête de Deleuze, membre du conseil d'administration de Gouberna, puis membre du Comité international olympique, pour venir enfin vice-président. Donc éclaire-nous un peu sur ce long trajet de bonne gouvernance comme ambassadeur de bonne gouvernance. Merci Sandra et surtout merci de m'inviter chez Gouberna aujourd'hui. C'est un plaisir de revenir dans cette institution où j'ai passé de longues années en tant qu'administrateur et avec passion parce que j'ai été depuis le premier jour convaincu du rôle et de la mission de Gouberna et donc c'est un plaisir de pouvoir échanger ici sur le thème de la gouvernance dans le sport. Alors comme tu l'as dit, j'ai une longue carrière dans le monde économique au travers d'une seule entreprise, le groupe Deleuze, où j'ai passé 32 ans, où j'ai pu assumer le rôle de CEO pendant 15 ans. Et puis, parallèlement, j'ai voulu aussi investir une partie de mon temps pour apprendre et continuer à me challenger, mais aussi contribuer à d'autres organisations. J'ai voulu m'investir dans le sport en particulier parce que j'étais convaincu de ce que le sport peut apporter au monde et en particulier le mouvement olympique, puisque la mission du mouvement olympique, c'est de contribuer à un monde meilleur par le sport et surtout par les valeurs du sport. Et donc c'est ainsi que j'ai pu être pendant 17 ans président du comité olympique et interfédéral belge. Mais j'ai également, au fur et à mesure, pu rentrer dans le comité international olympique comme membre, un des 100 membres tout d'abord, et puis en assumant une série de responsabilités dans différentes commissions et comités, dont la présidence du comité d'audit. Si je compte bien, ça fait plus que 20 ans que tu es dans la gouvernance du sport. Voilà, maintenant, ça fait la 23e année, effectivement. Ouais, félicitations. Et donc voilà, il y a quelques mois, j'ai été élu à la vice-présidence du CIO. À côté de ça, j'ai investi pas mal de temps pour accompagner les entrepreneurs. J'ai beaucoup de passion et de certitude de ce que l'entrepreneuriat peut apporter dans le monde et dans notre pays en particulier, sur le plan économique et social, pour booster l'emploi et surtout booster l'innovation. Et donc, j'ai voulu apporter mon expérience à une douzaine de start-up et scale-ups aujourd'hui que je suis intensément et avec passion, plus quelques autres conseils d'administration comme le groupe d'Itren et puis des conseils non-profit comme la présidence de la Fondation Louvain. Tout ça fait une vie assez occupée, quoi, et un agenda très sportif. Et pourquoi la vice-présidence, si je puis demander ? Pourquoi pas la présidence ? Quelle est la différence ? La vice-présidence, à ce stade de ma vie, correspondait à ce qui me semble être le plus efficace en termes de contribution. Un des principes de la bonne gouvernance, je pense, dans n'importe quelle organisation, c'est d'avoir la conviction d'abord et avant tout de vouloir servir et pas de se servir. Et donc, à ce stade de ma carrière, avec les expériences extraordinaires que j'ai pu vivre, je me suis dit, j'arrive à un âge où ce ne serait pas sérieux de vouloir tenter, après il faut être élu, tenter de capturer une place de présidence du CIO, alors que c'est véritablement à la prochaine génération d'apporter sa créativité, ses vues sur le monde, sur le rôle du sport. Et nous sommes là,
je suis là, en tout cas, c'est ce que je me suis dit, pour épauler, accompagner et apporter mon énergie, mais sans nécessairement être en première ligne. Et donc, cette place de vice-président, je l'ai trouvée vraiment faite pour moi. Et puis, j'ai pu être élu et avec la confiance de mes collègues membres du CIO. Très, très, très bien. Une question de génération, aussi une question de genre. Vous avez laissé la place à une dame, si j'ai bien compris. Oui, ça c'est extraordinaire. Et c'est surtout, je pense, quasi unique à ce stade de taille d'institution. Je pense que le CIO, on pense souvent que le sport est un peu en retard sur les autres secteurs, sur les autres organisations, peut-être en termes de gouvernance, mais après tout, quand une institution est capable de se mettre avec une très grande majorité derrière le choix d'une femme de 42 ans d'un petit pays d'Afrique, c'est quand même un signal extraordinaire que l'on envoie au monde politique et économique qu'il y a toutes les raisons de faire confiance aujourd'hui à toute personne, quel que soit leur genre, pour être au leadership de grandes institutions mondiales. Alors que c'est un rôle exécutif. C'est un rôle tout à fait exécutif, full-time, et elle aura, d'où d'ailleurs l'intérêt de son âge encore jeune, elle aura une vie épuisante, mais extrêmement enrichissante en même temps. Je suis sûre qu'elle se sent bien soutenue par son vice-président, donc ça doit aider. En tout cas, c'est ma volonté. Merci de cette introduction très, très éclaircissante. Parlons de la gouvernance dans le sport. Vous venez de dire, Pierre-Olivier, qu'on dit parfois qu'il y a un peu de retard sur la gouvernance dans le sport, alors que ça a une valeur symbolique très importante. Quelle est, selon vous, l'importance des principes de bonne gouvernance dans le sport et quelle est l'évolution qu'ont connue ces principes? Alors, il est évident que, je dirais, comme dans le monde des affaires, les principes de bonne gouvernance sont essentiels et sont aujourd'hui compris par la très grande majorité des fédérations sportives, des institutions sportives, des clubs sportifs, même si tout le monde n'est pas encore à la hauteur, et dans le monde entier, à la hauteur des attentes. Donc il y a un trajet qui est en cours, qui a sans doute commencé, je dirais, une dizaine d'années plus tard que le monde économique. On se souvient tous, évidemment, de l'épée dans le dos que nous avons eue en tant qu'entreprise, essentiellement au tournant du 20e vers le 21e siècle, au moment où nous avons été confrontés, en Europe comme aux États-Unis, à de très grands scandales comptables et financiers, résultat d'un manque de gouvernance, de concentration de pouvoir dans une seule main, de manque de ségrégation des rôles, de manque de limites au mandat, avec certaines personnes élues quasiment ou nommées quasiment à vie. Et donc, on se souvient qu'à partir de 2001-2002, on a vu apparaître des règles comptables plus strictes, le IFRS en particulier, des règles obligeant aux États-Unis en particulier de meilleurs contrôles internes avec Sarbanes-Oxley 404. Et puis, bien sûr, les commissions de gouvernance, la naissance de Gouverna, les codes de gouvernance et puis la législation qui s'est mise dans la partie. À ce moment-là, le sport était encore très éloigné de tout ça. Peut-être parce que, à la différence du monde économique, le sport, en fait, a été fondé, les fondations du sport sont sur une raison d'être très forte, ce qu'on appelle le why, aujourd'hui communément. Pourquoi est-ce que nous sommes là était un vrai questionnement pour les entreprises à l'époque qui était dicté majoritairement par la maximisation du profit à court terme. Alors que le monde du sport, évidemment, ne parlait pas de maximisation de profit et avait cette envie de contribuer par le sport
à une meilleure santé physique et mentale de nos jeunes et moins jeunes, et par les valeurs du sport, d'essayer de contribuer à un monde plus inclusif, plus solidaire, plus amical aussi. Et donc tout ça était bien en place. Et au fond, dans une large mesure, les fédérations ne connaissaient pas de problèmes réels. De toute façon, avaient peu de moyens financiers pour se préoccuper d'éventuellement contourner les angles et tricher. Ce n'est que vers 2014, pour être précis, qu'après quelques scandales qui ont éclaboussé le monde du sport, sur le plan financier, on se souvient tous des scandales de la FIFA, mais également sur d'autres plans, des plans de corruption de dirigeants, des scandales qui ont commencé à naître et à croître dans les paris sur les matchs, avec de plus en plus de paris truqués, le dopage évidemment. Et donc, le monde du sport s'est retrouvé confronté à cette obligation de changer, de s'adapter. Et je dirais que là, très clairement, le leadership a été pris par le Comité international olympique, qui, lors d'une session historique en 2014, a émis 40 principes pour transformer et renforcer le rôle du sport pour le futur, renforcer le rôle du sport pour en faire un véritable agent de contribution, comme je le disais, à un monde meilleur et rendre le sport plus utile. Mais pour rendre le sport plus utile, il fallait évidemment qu'on se renforce de l'intérieur pour être plus crédible à l'extérieur. Et c'est comme ça que les principes de gouvernance et la législation graduellement mise en place a commencé à déteindre positivement sur les institutions sportives. Très, très bel exemple de leadership de la part du Comité international olympique. Vous dites que voilà, il y a eu la maximisation du profit dans le secteur privé. On voit quand même que l'argent, donc ça soulève deux questions de ma part. Tout d'abord, que l'argent devient de plus en plus important dans le sport aussi. Donc, est-ce que ça a une influence sur la gouvernance dans le sport ? Je pense pas au sport olympique, mais à certaines formes de sport quand même qui deviennent quand même très importantes. Et alors, deuxième question, dans la gouvernance d'entreprise, vous le savez aussi, il y a un backlash qui est un peu en cours. Il y a des grands débats, même académiques, sur est-ce que la gouvernance a encore du sens ? On doit aller vers moins de réglementation, moins de règles, donc aussi moins de gouvernance. Est-ce que vous ressentez ça aussi au niveau de la gouvernance dans le sport ? Donc, deux questions. Est-ce que l'argent a une influence ? Et est-ce que ce backlash qui vient du monde privé et qui est international, est-ce que vous le ressentez également ? Très, très clairement. Alors, l'argent, effectivement, est un élément majeur dans le besoin de renforcer la gouvernance des organisations sportives. Et cet argent n'a pas toujours été présent. On a aujourd'hui, évidemment, en tête l'argent du football, l'argent dans le tennis, l'argent dans le golf. Mais il y a finalement relativement peu de sports encore au sein desquels l'argent représente des montants colossaux. Et ce sont les plus visibles. Et qui sont donc très visibles et qui sont dignes d'éventuellement se dire « Tiens, si j'avais tous les pouvoirs, je pourrais peut-être en profiter ». Et c'est ce qui s'est passé dans certaines fédérations. Mais il faut se souvenir que, pour prendre un exemple évidemment très, très concret, celui du Comité international olympique, le budget sur 4 ans, puisqu'on travaille toujours en termes d'Olympiade sur 4 ans au niveau du CIO, le budget du marketing sportif, donc des revenus de nos sponsors, entre 85 et 88, était d'environ 90 millions de dollars sur 4 ans. Aujourd'hui, sur la dernière Olympiade, ce montant était de plus de 3 milliards. Donc, alors, c'est évidemment une augmentation majeure que beaucoup de fédérations n'ont pas connue, mais c'est pour expliquer que pendant très très longtemps, et même jusqu'au début des années 2000, la plupart des fédérations, des institutions ne se préoccupaient pas tellement des risques liés à la gestion et la manipulation de l'argent et d'avoir des principes de double signature parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'argent. L'autre élément qui a été au cœur
de cette nécessité à un moment donné de se remettre en question et de faire évoluer la gouvernance dans le monde du sport, c'est le principe du bénévolat, qui est évidemment totalement étranger au monde de l'entreprise. Mais ce principe du bénévolat a fait évidemment que la plupart des organisations sportives étaient gérées par un très petit groupe de personnes qui avaient peu d'argent à l'époque, et puis un nombre de bénévoles dans les conseils d'administration, dans les éventuelles commissions, qui se disaient, voilà, moi, on peut déjà suffisamment me remercier que j'ai investi mon samedi après-midi et mon mercredi pour contribuer à la gestion de mon club, de ma fédération. Et donc, on ne va pas me demander en plus de faire preuve de règles de transparence, de répondre à des registres sur des conflits d'intérêts, etc., etc., tout ce qu'il y a, et sur certains comportements attendus de conseils d'administration. Et donc, il y avait une certaine passivité dans les... Et même une réticence. Et une résistance, absolument. Et donc, évidemment, au moment où l'argent a commencé à venir, et très rapidement dans certains clubs et certaines fédérations, la porte était grande ouverte pour des personnes à l'intégrité qui pouvait être mise en question, moindre d'en profiter. Et là, évidemment, l'absence de principe de gouvernance a créé certains scandales. L'avantage que le monde du sport a eu, c'est qu'on n'a pas eu besoin, arrivant une dizaine d'années après le monde des affaires, on n'a pas eu besoin d'inventer ou de vouloir réinventer la roue. Finalement, on s'est adapté très rapidement et on a adopté les principes mis en place au fur et à mesure par le monde des affaires. Aujourd'hui, je dirais avec beaucoup de succès et sous le leadership du CIO qui a demandé aux fédérations sportives et aux comités nationaux olympiques que le CIO finance et subside en partie, de mettre en place ces principes sous peine de ne plus recevoir le sponsoring ou les subsides historiques. Et donc, évidemment, il y a eu une sorte de jeu de carottes et de bâtons. Maintenant, tu posais la question de l'éventuel backlash que nous n'avons pas eu, puisqu'on est plutôt dans cette première génération de croissance. Mais la réalité, c'est qu'évidemment, il y a une très très grande différence. L'écosystème du monde sportif est très complexe, puisqu'évidemment, il couvre plus de 200 pays au monde. Il couvre des fédérations très 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 petites qui ont 4-5, des fédérations internationales qui ont 4-5 employés, une série de bénévoles et très peu de moyens financiers. Et à l'opposé, il y a la fédération, il y a la FIFA qui brasse des milliards de dollars. Il y a la fédération de golf, de tennis, de basketball, des très très grandes fédérations qui ont des moyens énormes, qui ont des centaines de personnes sous leur payroll. Qui sont de grandes entreprises. Et donc évidemment, qui sont des grandes entreprises. Le CIO est une grande entreprise avec plus de 700 personnes full-time equivalent à Lausanne, une société de production de télévision à Madrid. Et donc, les écarts sont importants. Et donc, on s'en est rendu compte assez rapidement. Et ce que l'on a fait depuis le début, et qui est peut-être un exemple qui pourra servir, un modèle qui pourra servir au monde de l'entreprise, c'est qu'évidemment, on a écrit, en reprenant les bons exemples du monde des affaires, on a écrit les principes basiques de bonne gouvernance, mais en n'obligeant pas toutes les fédérations et tous les comités nationaux olympiques à les adopter tous ces principes, et certainement pas tous en une fois. Ça, c'est les 40 principes auxquels vous vous référez. Non, les 40 principes étaient des recommandations de gouvernance. Oui. Et puis, après, on a mis en place des principes de bonne gouvernance, en demandant à tout le monde de faire, à toutes les fédérations, à tous les comités nationaux olympiques, à tous les clubs d'aller dans cette direction-là, sur base volontaire au départ, et puis au fur et à mesure en annonçant que les subsides seraient conditionnés à l'implémentation et la communication transparente sur la réalisation de ces bons principes de gouvernance. Ces principes de gouvernance sont aujourd'hui, pour les 206 comités nationaux olympiques, sont audités par un des Big Four qui, tous les 2 ans, revient. Donc, par exemple, le comité olympique et interfédéral belge a déjà eu
2 tours d'audit complet sur l'application des bons principes de gouvernance, avec un scoring, des recommandations à la clé et évidemment l'attente que d'ici l'audit suivant, certains de ces principes, avec une approche plutôt de comply et explain, bien sûr, qui correspond aux besoins du sport aujourd'hui, mais qui permettent à chacun d'avancer à son rythme et en utilisant les outils qui sont mis à sa disposition par le CIO d'une part, et pour l'Europe qui est nettement en avance sur les autres continents par une institution, une organisation qui s'appelle SIGGS et qui est l'acronyme de Support Implementation of Good Governance in Sport et qui a défini une boîte à outils avec des formations aussi disponibles pour l'ensemble des pays et des fédérations de l'Union européenne. Très intéressant. Pierre-Olivier, attardons-nous un peu sur ces principes. En grande ligne, qu'est-ce qu'ils contiennent et la place. Je pense que vous l'avez déjà dit au début, l'élément clé de la bonne gouvernance, c'est la séparation des pouvoirs, que ce soit du bénévolat ou que ce soit des pouvoirs plus liés à l'argent, l'actionnaire, etc., ou l'investisseur, le sponsor, etc. C'est toujours une question de séparation de pouvoir. Comment est-ce qu'on retrouve ça dans les principes? Quels sont les principes clés de bonne gouvernance dans le sport? Alors, je voudrais commencer par un principe essentiel qui est l'importance, et je l'ai dit, il existe dans la quasi-totalité des sports et des institutions. Il n'y a pas de bonne gouvernance sans une vision forte et une mission qui est clairement définie, à laquelle on peut toujours se rattacher. Chaque fois qu'il y a la moindre hésitation, je pense qu'un conseil d'administration, une direction, les collaborateurs d'une organisation sportive doivent pouvoir se rattacher à la raison pour laquelle ils sont là et qu'ils travaillent. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais le perdre de vue. Parce que mettre en place des principes de bonne gouvernance sans avoir cette raison d'être qui anime et qui, au fond, donne envie de se mouiller le maillot, comme on dit dans le sport, et de contribuer à un monde meilleur, on ne va arriver à rien. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est évidemment pour moi de s'assurer qu'on recrute et on installe les bonnes personnes. Des personnes non seulement qui apportent une expérience et des compétences importantes, mais aussi qui ont, en termes de valeur, parce que c'est l'autre élément qui suit la vision et les missions, c'est qu'évidemment, on mette dans les organisations sportives des personnes qui ont l'expérience et qui ont les valeurs d'intégrité, d'égalité, d'inclusion, de transparence. Et c'est évidemment, à partir de ce moment-là, on a les fondations sur lesquelles on peut travailler avec des outils qui sont plus concrets. De nouveau, les outils concrets mal utilisés par des gens qui n'y croient pas, qui ne sont pas convaincus, qui n'ont pas envie de progresser, ces outils vont rester lettre morte ou les outils vont simplement ils seront mal utilisés. Donc, une fois qu'on a ça, qu'on a cette vision, qu'on a les bonnes personnes, et donc il y a eu beaucoup de travail. Et comment est-ce qu'on crée cette vision? Qui l'a créée? Parce qu'il faut déjà les bonnes personnes pour la créer. Oui, alors, de nouveau, la base de la vision, elle existe par nature dans le sport, parce que le rôle du sport est d'aider des jeunes et des moins jeunes à soigner leur santé, à être en meilleures conditions physiques et mentales, et au travers de l'esprit collectif du sport, parce que même si on est dans un sport individuel, on est dans un club, on est dans le cadre d'un groupe de jeunes. Le but du sport, c'est d'amener des jeunes à vivre ensemble, à se respecter, à apprendre à perdre ensemble, à gagner ensemble, à prendre du recul par rapport à ces victoires. Et donc ça, rien que ça, c'est une vision extraordinairement forte que peu d'entreprises peuvent imaginer, développer pour elles-mêmes. Et de tous les temps. Et qui est immuable, effectivement. Voilà. Après, chaque fédération, chaque organisation peut ajouter certains éléments qui vont être évidemment développés par le conseil d'administration en premier lieu. Alors, si on parle d'outils, je pense que ce qui a été le plus important dans le renforcement de la gouvernance des organisations sportives ces 10 dernières années, c'est la mise en place, si nécessaire, ou le renforcement des conseils d'administration.
Dans la plupart des cas... J'allais y venir. Voilà. Dans la plupart des cas, les conseils d'administration des fédérations sportives, des clubs, des comités nationaux olympiques étaient un petit groupe d'individus très proches du président qui venaient eux-mêmes souvent du même sport et qui finalement se retrouvaient à tourner ensemble sur les mêmes thèmes, à accepter évidemment systématiquement les idées du président. Je dis du président parce qu'il y a 10 ans, là c'est clair, dans la plupart des cas... J'apprécie beaucoup que vous faites la remarque. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de présidentes de fédérations et même au CIO, sur les 100 membres du CIO, on est quasiment aujourd'hui à l'égalité des genres. Encore de l'inspiration pour le monde de l'entreprise, Pierre-Olivier. La parenthèse. Voilà. Mais donc, le renforcement du conseil d'administration et by the way, même dans le monde des affaires, j'ai toujours été convaincu que l'outil le plus important de la bonne gouvernance et de l'équilibre dans les pouvoirs et le renforcement des contrôles est la force du conseil d'administration. Et quand vous comparez, parce que vous avez connu pas mal de conseils d'administration dans le privé, Deleuze, Gubernat, le conseil de Gubernat dont vous avez fait partie pendant 12 ans, vous comparez ça au conseil d'administration dans les milieux sportifs, est-ce qu'il y a des différences importantes qui vous frappent ? Alors, il y a beaucoup de différences, à commencer par le bénévolat, qui est un challenge en soi. C'est une opportunité, un challenge. C'est une opportunité parce que quand vous travaillez dans le monde du bénévolat, vous n'allez accepter un poste d'administrateur que si vous êtes intéressé et passionné d'apporter votre pierre à l'édifice et pas par la rémunération qui va vous être versée. Donc ça, c'est une opportunité. Le challenge, évidemment, c'est que les questions qui touchent une organisation sportive aujourd'hui sont les mêmes questions que celles qui touchent une entreprise petite, moyenne ou grosse. Et donc, c'est complexe. Et vous devez avoir des personnes qui sont expérimentées et qui vont investir le temps nécessaire pour comprendre l'organisation, pour comprendre son fonctionnement et être à même de soutenir quand il le faut et challenger quand il le faut, y compris challenger le ou la présidente et le directeur général. Et ça, c'est évidemment un gros challenge, mais qui est aujourd'hui en train de se résoudre, principalement parce que, de mon point de vue, au cours des 10-12 dernières années, la crédibilité du monde du sport et le rôle du sport dans la société maatschappij avec un grand S et un grand M, cette crédibilité s'est formidablement renforcée grâce, j'en suis sûr, au renforcement de la gouvernance, mais parce qu'aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes, les générations ont besoin de quelque chose qui les aide à continuer à progresser, à être mieux dans leur peau, à la maison, dans leur vie de tous les jours, au boulot aussi. Et donc, cette contribution du sport aujourd'hui est reconnue par, je pense, tout le monde. Et donc, il y a beaucoup plus de personnes qui sont intéressées de rejoindre un conseil d'administration d'un club, d'une fédération, parce qu'il y a cette envie de contribuer. Donc, la qualité des conseils, de la composition des conseils d'administration s'est fortement renforcée. Et ça, c'est une grande chance, parce qu'évidemment, avec la diversité des expériences, des cultures, parfois même géographiques, que les conseils d'administration dans les organisations sportives ont pu accumuler, il y a beaucoup plus de richesse et de capacité d'aller de l'avant, beaucoup plus de richesse aussi de convaincre des partenaires commerciaux de rejoindre l'aventure. Et ça, c'est pas neutre, puisqu'évidemment, ça donne des moyens financiers. Je creuse encore un peu, si vous voulez, Pierre-Olivier, l'histoire de la composition du conseil et surtout du caractère représentatif, souvent, en général, des fédérations. Donc, ce qui veut dire qu'il y a quand même... Les fédérations sont composées de gens qui sont là et qui représentent aussi l'association d'origine qui les mandate. Alors, comment... C'est ce que nous constatons sur le terrain. C'est un grand défi de gouvernance. Comment concilier ça avec l'indépendance d'esprit dont ils ont besoin et dont ils ou elles devraient
témoigner quand il siège au conseil de cette fédération. C'est vrai. Est-ce que vous avez des astuces, des recommandations pour ça? Non, c'est vrai que c'est un défi. Et on voit ça fortement dans le monde du sport. C'est un défi et effectivement, si je prends par exemple la composition du conseil d'administration du comité olympique belge, les membres sont des présidents ou des secrétaires généraux de ligues, oui. Parfois de fédérations nationales, mais souvent de ligues francophones ou néerlandophones. Et donc, c'est incontestable qu'il y a une volonté d'amener son intérêt autour de la table. Pas son intérêt personnel, mais l'intérêt de la ligue ou de la fédération qu'on représente. Le gros avantage est que, évidemment, on apporte une grande expérience du terrain. Et ça, c'est quelque chose qui est enrichissant. Je pense que... C'est propre à une fédération, si on est là pour fédérer. Donc, oui. Absolument. Mais je pense que la solution, elle passe par la présidence et le leadership de la présidence. J'en suis convaincu, c'est la manière dont le ou la présidente peut exercer son rôle, en invitant tout le monde à contribuer, mais en rappelant à tout le monde que quand on entre et qu'on se met autour de la table de ce conseil d'administration-là, on représente les intérêts de l'organisation et pas l'intérêt de sa fédération. Je crois que ça joue beaucoup et dans mon expérience du COIB, où j'ai quand même été président pendant 17 ans, j'ai vu beaucoup d'administrateurs, de nouveaux administrateurs arriver, je dirais, avec une attitude un petit peu personnelle ou un peu vindicative en disant voilà, moi, on va s'occuper de mon sport. Ouais. Et puis très rapidement de se rendre compte que le tour de table était au sujet des grandes questions qui touchent le sport en général, le mouvement olympique plus en particulier et le COIB de manière très précise. Et en fait, en se rendant compte qu'en aidant le COIB à être une meilleure institution, ils aidaient indirectement... La vision forte aussi dont vous parlez. Ils aidaient indirectement sur le plan financier, sur le plan de la gouvernance, sur le plan du suivi et de l'accompagnement des athlètes, que finalement, en aidant le COIB, ils aidaient indirectement leur fédération. Et je pense qu'il n'y a pas d'autres règles. Par contre, il y a une règle de transparence. Et celle-là, elle est mise de plus en plus en place. Elle existe de manière très formelle depuis plusieurs années maintenant au Comité international olympique, où nous avons chaque année un registre écrit que chaque membre, chacun des 100 membres doit compléter en reprenant toutes les positions qu'il ou elle occupe et qui pourraient représenter des conflits d'intérêts. Et donc, il y a une très grande transparence. Et toutes sortes de conflits d'intérêts. Voilà, parce que je suis patron ou directeur marketing d'une entreprise qui est sponsor ou qui fait du boulot et qui facture au CIO, parce que je suis président d'une fédération sportive et donc il se pourrait que de temps en temps je cherche à influencer positivement des décisions en faveur de ma fédération. Et donc, in fine, une fois que ce registre est revu chaque année, c'est la commission d'éthique du CIO qui le revoit et qui va décider seule si une personne ou une autre doit, dans certaines discussions, prendre un recul et sortir de la pièce ou reculer sa chaise pour ne pas prendre part à des discussions. Donc il y a quand même des éléments, je pense, assez formels qui commencent par la transparence, par la manière dont le ou la présidente gère le conseil, et puis le comportement, parce que finalement, la bonne gouvernance, ce sont des outils, mais c'est aussi c'est la volonté de mettre en place, après la clarté sur les rôles, c'est de mettre en place les bons comportements. Très intéressant. Pour venir à un autre point, un peu moins positif, c'est l'argent et tous les risques qu'apporte l'argent. Donc l'argent a de plus en plus d'importance dans le sport. Et en tant que président du comité d'audit pendant plusieurs années, vous devez le savoir, est-ce que ça a eu aussi une influence sur le rôle de monitoring, comme on l'appelle, du Conseil, sur l'organisation du contrôle par le Conseil, sur l'audit interne, l'audit externe? Est-ce que là, vous avez vu une évolution des pratiques? Oui, très, très, très certainement. Effectivement,
l'explosion de l'argent dans le sport et mis à la disposition des fédérations a engendré certains dérapages. L'argent dans le sport a explosé les activités illégales dans le trucage des matchs. Il faut savoir qu'on parle quand même que le montant des matchs truqués, qui est le montant des paris illégaux dans les matchs qui sont finalement donc truqués, représente annuellement une somme d'1 trilliard de dollars. Donc on parle vraiment de très très gros montants. Et donc il a fallu effectivement prendre le taureau par les cornes. Et pour y faire face, un des principes demandés, un des principes de bonne gouvernance qui a été établi par le CIO et qui est demandé aujourd'hui à toutes les fédérations et aux comités nationaux olympiques. Nous n'avons pas de prise directe sur les clubs, mais c'est de mettre en place systématiquement des comités d'audit avec des indépendants, également des membres du conseil d'administration, mais des indépendants qui ont une capacité d'action et évidemment qui reçoivent un reporting régulier et qui ont un accès direct et un dialogue direct avec les auditeurs externes. Ce qui est un autre élément aussi qui a été mis en place, c'est l'exigence d'avoir pour chaque fédération un cabinet d'audit externe visible et au-delà de tout soupçon. Et donc ça, ce sont, je dirais, en fait, ce qui était clair, c'est la mise en place de ce qu'on appelle les 3 lignes de défense, avec le management opérationnel en première ligne, à qui aujourd'hui, et il y a du boulot encore à faire. Je ne peux certainement pas dire que le monde du sport est un modèle, mais on va dans ces directions-là de dire les premières personnes responsables pour manager les risques et renforcer les systèmes de contrôle interne, qui sont quand même les 2 éléments clés qui vont améliorer ces risques de dérapage. Eh bien, les premières personnes responsables, c'est vous, les managers. Et puis, il y a une deuxième ligne de défense avec les directions financières, et les directions de ressources humaines, les services juridiques. Puis une 3e ligne de défense avec les comités d'audit, et puis évidemment les auditeurs externes. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui très visible et très présent et qui se met en place de plus en plus avec des formations mises à disposition des fédérations qui le souhaitent, des comités nationaux olympiques qui le souhaitent. Modèle très clairement copié du secteur de l'entreprise. Voilà, très clairement. Clairement, on va, et comme je l'ai dit au départ, on a eu cet avantage de ne pas devoir inventer cette roue qui avait été inventée au fur et à mesure de la première décennie des années 2000 dans le monde des entreprises. Très intéressant. Parlons un peu du rôle de l'intégrité dans le monde sportif. Dans le livre blanc sur la gouvernance des fédérations sportives qui a été publié par Delta Group et Gouberna, entre autres, il y a quelques années, on insiste beaucoup sur le rôle de l'intégrité. Selon vous, quel est le rôle justement de l'éthique et de l'intégrité dans la gouvernance sportive ? Vous avez parlé de vision et puis de valeur. Comment vous situez ça dans la gouvernance ? Mais c'est vraiment la pierre d'achoppement. Clairement, sans l'intégrité, on n'arrivera à rien. Et donc, d'où l'importance dans les recrutements, de mettre tout en œuvre pour ne pas juste recruter la personne qu'on connaît bien ou avec qui on a fait beaucoup de sport dans son club quand on était jeune, mais de recruter au travers pas nécessairement uniquement, mais souvent au travers de cabinets qui sont spécialisés, qui vont pouvoir vous aider à détecter les éventuelles questions sur lesquelles, ou le parcours de la personne que vous essayez de recruter. Parce que cette intégrité, elle est fondamentale. Pourquoi est-ce qu'elle est fondamentale ? Parce que aujourd'hui, si on veut que le monde du sport puisse continuer à renforcer son rôle, de contribuer à un monde meilleur, dans un monde où de plus en plus les institutions historiques sont remises en question, que ce soit les institutions religieuses, que ce soit les institutions politiques, et même malheureusement, pour des raisons souvent de perception plus que de réalité,
ou d'exemples que certains grands patrons mondiaux nous donnent, et on en a l'exemple qui nous vient de l'autre côté de l'Atlantique ces dernières années, ces derniers mois. L'intégrité, elle est absolument fondamentale parce que le sport a un rôle à jouer et peut prendre une place beaucoup plus importante pour apporter un peu de positif dans ce monde, et certainement au niveau de l'inclusion, de la solidarité, du vivre ensemble, du respect. Et Dieu sait que c'est aussi parce que super le sport important. touche beaucoup de personnes. Dans un monde polarisé, c'est des très milliards important. de personnes. Ouais. Plus de la moitié de la population mondiale a regardé les Jeux Olympiques de Paris 2024. Plus de 5 milliards de personnes ont regardé les Jeux Olympiques. C'est tout dire. Effectivement, comme tu le dis, étant donné le public que l'on touche, on a une opportunité formidable, mais pour une responsabilité aussi. C'est une responsabilité. Vous êtes comme donc, les médias sociaux, mais voilà, en mieux. Il faut, je l'espère. Il faut avoir la confiance. Mais donc, il faut établir et en tout cas renforcer cette confiance à l'extérieur. Parce que s'il n'y a pas la confiance basée sur l'intégrité de ce que la fédération représente, le club représente, le sport représente, quelque sport que ce soit, pourquoi est-ce que moi, en tant que parent, je voudrais prendre le risque d'aller inscrire mes enfants dans un club ou leur suggérer de faire un sport? Pourquoi est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, je choisirais de mettre des centaines de milliers d'euros, parfois des millions, parfois des dizaines de millions d'euros derrière un sport et m'associer à ce sport pour contribuer à développer, à renforcer un certain nombre de valeurs? Si cette intégrité n'existe pas, ça n'a aucun sens. Et aujourd'hui, c'est un enjeu majeur parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, l'argent dans le sport est devenu extrêmement important. Et aujourd'hui, c'est normal, les entreprises qui décident ou qui veulent s'associer à une fédération, à un sport, au Comité international olympique, ont le droit de dire: je veux une transparence totale, je vais vous apporter de l'argent et je vais vous apporter aussi ce que je représente, parce que, évidemment, la confiance doit aller dans les deux sens. Il faut que l'entreprise elle-même soit une entreprise qui corresponde en valeur et en mission à ce que le sport choisi représente. Mais donc, cette intégrité, elle fait, je dirais, elle est vraiment le maillon qui justifie le contrat et le partenariat aujourd'hui entre le sport et les jeunes, les familles, et entre le sport et le monde de l'entreprise qui est aujourd'hui totalement partie prenante. Effectivement, et donc c'est ce que nous avons voulu faire avec Gobernat en 2024 quand nous avons créé la charte pour le sponsoring sportif. On a vraiment voulu créer un outil pour les fédérations, pour les clubs et pour les sponsors, pour s'aligner sur des valeurs, pour faire en sorte qu'il y a cette vision commune, collective, qui soit clairement exprimée, pour ensuite organiser la gouvernance autour de ces valeurs. Aujourd'hui, on constatait à l'époque que cette demande était souvent une demande qui était formulée par les entreprises, qui voulaient effectivement avancer sur tout ce qui était ESG. Oui. Aujourd'hui, on voit qu'auprès des entreprises, c'est un peu mis sous pression. Donc peut-être qu'il y a un rôle plus important encore à jouer par les fédérations sportives maintenant. Oui, très clairement. D'abord, bravo et merci à Gobernat parce que cette charte, c'est quand même super de l'avoir mise sur pied parce que ça devient clairement un outil de plus dans cette boîte à outils qui est à disposition ici plus spécifiquement des fédérations, des ligues francophones et néerlandophones, des clubs en Belgique, mais qui est là pour aider parce que c'est de nouveau un outil, de mon point de vue, qui est un outil à géométrie variable. C'est-à-dire qu'une grosse fédération peut décider d'adopter cette charte telle qu'elle, et en disant, voilà, moi je vais vraiment m'inspirer point par point des fameux to-dos, en termes de bonne gouvernance pour les partenariats avec les entreprises, et montrer aux entreprises ma transparence, mon professionnalisme dans la gestion des risques, la qualité de mes contrôles internes, et évidemment créer cette confiance. Et je vais, grâce à cette charte sportive, pouvoir exiger la même chose du partenaire. Dans le temps, on était clairement dans un principe de mécénat, c'est-à-dire qu'on allait se mettre à genoux devant la porte du CEO d'une entreprise
Et si par chance... Pensez à nous. S'il vous reste du budget, pensez à nous. Pensez à nous. Et si en plus le CEO avait une petite fibre pour la voile, le golf ou la natation, on avait des chances que ça marche. Aujourd'hui, clairement, il n'y a plus une entreprise qui prend une décision de sponsoring sur cette base-là. Les conseils d'administration sont impliqués. Il faut que les sponsorings matchent un certain nombre de critères sur les objectifs à atteindre de l'entreprise. Et je crois qu'à un moment donné où beaucoup d'actionnaires et de stakeholders extérieurs aux entreprises remettent en question est-ce que vous passez pas trop de temps, management et conseil d'administration, à faire du ESG pour faire du ESG. J'ai certainement le sentiment qu'en s'associant au monde du sport, au secteur du sport, à des fédérations, à des clubs, etc., les entreprises peuvent retrouver de nouveau ce why et cette raison d'être sur le plan social, très clairement, de par la nature du sport, on en a suffisamment parlé, de l'inclusion et du vivre ensemble, mais aussi parce que les organisations sportives sont devenues crédibles avec une gouvernance qui est aujourd'hui nettement plus forte et parfois tout à fait au niveau des meilleures pratiques. Et enfin, parce que le monde du sport s'est rendu compte que pour être plus utile, vous vous souvenez que j'ai dit en 2014, le CIO a pris le leadership de dire « nous devons renforcer notre capacité à rendre le monde meilleur par le sport ». Eh bien, si on veut être plus utile à la société, il est clair qu'agir sur l'environnement, montrer l'exemple sur l'environnement en réduisant l'impact et l'émission des gaz à effet de serre, comme ça a été le cas pour les Jeux Olympiques de Paris qui ont diminué de 50% les émissions par rapport aux éditions précédentes. Ben évidemment, ça renforce, et le COIB en Belgique fait la même chose, en choisissant de prendre des mobilités plus douces chaque fois que c'est possible, et en faisant attention à un tas de choses. Donc, clairement, le monde du sport et les organisations sportives deviennent des partenaires qui permettent aux entreprises de continuer à mener et à justifier le pourquoi, le fameux why, de leur action ESG. Merci beaucoup. On a parlé beaucoup déjà, je pense, des grandes organisations sportives complexes. Vous avez bien insisté là-dessus. Peut-être encore quelques mots pour les plus petites fédérations. Est-ce que vous avez pour elles des recommandations, des astuces pour atteindre des standards de gouvernance élevés, même si là, les ressources sont limitées? C'est peut-être plus facile. Voilà, je suis curieuse de vous entendre là-dessus. Mais je dirais qu'il y a certains aspects sur lesquels on ne peut pas faire de compromis, même si on ne peut pas trouver des excuses, même si on est un petit club ou une petite fédération, en disant je n'ai pas les moyens de l'intégrité ou je n'ai pas les moyens de constituer un conseil d'administration avec de la diversité d'expérience et donc une sorte de self-monitoring de par la diversité des backgrounds. Et donc ça, je dirais, je ne vais pas donner d'excuses aux petites fédérations, aux petits clubs. Il y a les bases qui sont essentielles. Par contre, et là, il y a très certainement des possibilités aujourd'hui, et certaines fédérations les pratiquent, petites fédérations les pratiquent, c'est le principe de la mutualisation. Et ça, pour moi, c'est une grande recommandation auquel trop de clubs et de fédérations ne pensent pas encore aujourd'hui, au niveau national comme au niveau international, parce qu'il y a des mutualisations d'outils qui sont disponibles pour le même sport, mais ou des comités nationaux olympiques, par exemple, et de plusieurs pays. Le comité olympique belge a une coopération assez soutenue avec 6 autres pays européens. Et il se voit régulièrement sur les plans sportifs, sur les plans financiers, sur les plans de la gestion des ressources humaines pour essayer d'échanger leurs pratiques et de voir dans quelle mesure il est possible d'éventuellement acheter un outil en commun pour en diviser le coût. Donc cette mutualisation... Et pas uniquement non exécutif, aussi sur des choses purement opérationnelles. Sur des choses, absolument. Et on parlait de la première ligne de défense tout à l'heure, qui est la première responsable pour gérer et diminuer les risques, trouver des solutions et renforcer ses contrôles. C'est effectivement sur le plan opérationnel qu'à mon avis, le maximum de leviers existe au niveau de la mutualisation. Et la dernière chose que je recommanderais aux petites fédérations, aux petits clubs, c'est de s'engager. Il faut oser faire le premier pas.
Et puis, il ne faut pas vouloir regarder la totalité de la montagne en disant « c'est trop gros la gouvernance, la bonne gouvernance, je ne vais jamais y arriver, donc je ne le commence pas ». C'est de commencer pas par pas, de choisir les éléments de la bonne gouvernance, les outils qui sont le mieux adaptés à ses besoins et de progresser de manière graduelle chaque année, d'avoir le courage de faire des self-évaluations. C'est aussi quelque chose qui est mis en place. Le CIO, je dirais, dans sa volonté de montrer l'exemple, fait des self-évaluations. Nous faisons, en tant que comité d'audit, une self-évaluation chaque année sur base d'un questionnaire très précis. Nous gérons le questionnaire de self-évaluation pour la commission exécutive du CIO, qui le fait également. Et ça ne demande pas ni de l'argent, ni des outils sophistiqués. Il suffit de se poser les bonnes questions, qui évidemment existent dans tous les manuels de bonne gouvernance, et puis d'en faire un questionnaire et de se dire où est-ce que je suis par rapport à l'année passée et quels sont mes 2-3 engagements pour l'année prochaine. Ça, je crois que toute petite fédération peut le faire. Nous avons un très bon tool digital pour faire des self-évaluations. Donc voilà. Donc clairement, pas de compromis sur l'intégrité et un conseil d'administration suffisamment diversifié. Mais après, la mutualisation dès que c'est possible, et le courage de s'engager et de progresser pas par pas. Tellement enrichissant, Pierre-Olivier. Merci beaucoup. On pourrait encore continuer pendant des heures, mais l'interview va vers sa fin. Mais j'ai encore quelques questions quand même. Une question très importante qui n'était pas préparée, mais qui me semble quand même fondamentale. Au cours de l'interview, j'ai compris que la gouvernance sportive a appris beaucoup du monde de l'entreprise. Mais je pense aussi que le monde de l'entreprise peut apprendre beaucoup du monde du sport, et j'ai déjà noté 3 éléments, mais je vais te demander de compléter et voir s'il y en a d'autres. Donc tout d'abord le why ou la vision comme élément clé pour fonder cette bonne gouvernance. Deuxièmement, et pour moi très important personnellement, l'importance de la diversité à tous les niveaux, aussi au niveau exécutif. Et puis ton 3e élément avec lequel vous venez de conclure, le principe de la mutualisation ou le fait de travailler ensemble, de se mettre ensemble, de créer cette unité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise peut encore apprendre de ce monde du sport qui a 10 ans de retard, ce qui est peut-être une bonne chose aujourd'hui? Aujourd'hui, avoir 10 ans de retard peut être une bonne chose. Absolument, ça permet de voir ce qui a été fait, avec du recul, émettre un jugement. Il y a beaucoup de choses que les entreprises, dont les entreprises peuvent bénéficier et qui finalement aident la bonne gouvernance. Ça, c'est sans aucun doute. Au-delà des éléments que tu as mentionnés, je voudrais mentionner l'importance vitale de garder son cœur de business au cœur des préoccupations, ou son public cible au cœur des préoccupations tous les jours. Que ce soit ses clients, pour le monde de l'entreprise, dans le cas du monde du sport, ce sont les athlètes. Et quelque chose d'assez spécifique, parce que ça n'existe pas tellement dans le monde de l'entreprise. On n'a pas de commission, ou très peu de commission de ses propres clients qui participent quelque part au processus décisionnel. Là, aujourd'hui, et de manière systématisée, toutes les fédérations et le CIO, ainsi que le comité olympique belge et les autres, ont une commission des athlètes très active, composée d'Olympiens, de gens qui ont sacrifié leur jeunesse pour atteindre leur but, qui ont une vue évidemment extrêmement précise de la manière dont l'organisation délivre sur sa mission et ses objectifs, qu'elle soit fédération de tennis ou de hockey ou que sais-je. Et ça, c'est très important. Et c'est quelque chose qu'on rencontre très peu dans le monde des entreprises. Et donc, moi, je pense que les entreprises devraient continuer à être plus à l'écoute et de leur personnel et de leurs collaborateurs en général et de leurs clients, c'est-à-dire les parties constituantes essentielles, les fameux stakeholders auxquels historiquement on accordait peu ou pas d'importance, mais qui sont essentiels, je dirais, à la bonne réalisation de ces objectifs, à la pérennité long terme de l'entreprise. Et c'est quand même essentiel parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises
on ne s'en rend pas compte, mais l'âge moyen des entreprises du fameux Fortune 500, il était de plus de 100 ans il y a 50 ans. Aujourd'hui, il est de moins de 20 ans, il est de 10-15 ans. Ouais. Une entreprise grandit éphémère. Et puis elle disparaît, alors que ce n'était pas le but au départ. Pourquoi ? Eh bien, souvent parce qu'on s'est complètement détaché de la raison première des fondateurs, des raisons pour lesquelles les collaborateurs ont envie de venir travailler avec vous, chez vous, et la raison pour laquelle les clients vont acheter vos produits, vos services. Et donc ça, le monde du sport l'a bien compris, et aujourd'hui, les athlètes sont au cœur des décisions, des préoccupations, et ça, je pense, c'est vraiment un élément clé qui pourrait, de manière adapté, être utile au monde de l'entreprise. Et l'autre élément que j'ajouterai, il y en a certainement d'autres, qui est extraordinaire dans le monde du sport, de haut niveau, et qu'on fait tellement mal dans le monde des entreprises, c'est la gestion de la performance. Tellement de burn-out, le sentiment que l'on doit maintenir nos collaborateurs comme l'aiguille de la voiture dans le rouge tout le temps, parce que, évidemment, le monde est complexe, le monde avance, il y a toujours des projets, et donc nos collaborateurs sont tout le temps dans le rouge. Alors que dans le monde du sport, toute une organisation est structurée pour permettre à une équipe ou des athlètes individuels ou au Team Belgium d'arriver au pic de sa forme au moment où il le faut, au moment où il faut délivrer, au moment où il faut, dans le monde de l'entreprise, signer le contrat, obtenir cette vente avec le client. Et puis après, on a une période de réflexion, de reprise en main, de repos, avant de rebondir sur le nouveau challenge qui est en général encore plus élevé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a passionné quand j'étais président du comité olympique belge et en même temps patron de Deleuze, parce que je voyais cette tendance que nous avions, on veut tous être des machos qui allons au combat. Il y a des choses que vous aurez fait différemment en sachant si vous aviez su ce que vous savez aujourd'hui, en gérant les équipes. D'abord, il y a des choses que j'ai fait différemment et que j'ai commencé à changer et à permettre à nos collaborateurs et même parfois à des prestataires de services, quand on avait une grosse action d'acquisition, par exemple, et que vous êtes accompagné par une banque d'affaires, par des cabinets juridiques qui ont l'habitude de faire travailler leurs collaborateurs 100 heures par semaine et leur annoncer le vendredi soir à New York qu'ils doivent être le lundi matin à Bruxelles pour une réunion et que leur week-end en famille est foutu. Je prenais sur moi de demander aux associés de ces banques d'affaires de dire: ce n'est pas si urgent que ça. On peut décaler la réunion au mardi ou au mercredi pour que vos collaborateurs puissent arriver. Non, c'est des choses que évidemment, je ne faisais pas au début, mais que grâce à l'observation de cette gestion de la performance, j'ai essayé en tout cas de transformer chez Deleuze. Ça, c'est vraiment un point très, très beau pour conclure, je pense. Comment voyez-vous la gouvernance sportive de demain ? Qu'est-ce que vous aimeriez encore qui change dans les années à venir ? J'aimerais évidemment que tout le monde atteigne le niveau qui rendra le sport inquestionnable, qui rendra la population sur les 5 continents absolument convaincue, donc les familles absolument convaincues qu'elles peuvent, par le sport, s'élever personnellement, s'élever en tant que famille, être en meilleure santé physique et mentale. Et pour ça, il faut que tout le monde soit à un niveau minimum. Et il y a encore des efforts à faire parce qu'on n'a pas parlé de cet élément-là, mais il est clair que le monde du sport est un écosystème extrêmement complexe dans la mesure, mais tu l'as dit tout à l'heure, il touche énormément de monde, il touche le monde entier, c'est-à-dire les pays les plus avancés comme les pays qui sont en recherche eux-mêmes d'une meilleure organisation politique, d'une meilleure lutte contre la corruption et à tous ces niveaux-là. L'intégrité dont on parle ici autour de cette table aujourd'hui n'est pas perçue de la même manière dans certains pays africains ou sud-américains ou asiatiques, parce que c'est simplement leur vue qui est différente. Mais il y a un moment donné où on va devoir s'assurer qu'on a un minimum d'homogénéité partout dans le monde, parce que c'est évidemment le maillon le plus faible qui va créer un risque pour la crédibilité de l'ensemble de cette institution qu'est le sport et qui a tellement d'opportunités de rendre le monde meilleur.
Quel beau plaidoyer pour le sport, Pierre-Olivier, et quel beau plaidoyer pour la bonne gouvernance aussi. Merci beaucoup. Mais j'y crois, comme tu le vois. Je le vois, ça fait deux. Un bel ambassadeur pour Gouberna, toujours. On est très fiers de vous avoir compté parmi nos administrateurs. Un dernier mot de conseil, peut-être pour nos membres sportifs ou administrateurs dans des organisations sportives, pour clôturer? Le conseil, c'est d'être... J'ai tellement entendu dans ma vie que le sport, c'est pas pour moi, le sport ne m'apporte rien et le sport, c'est pour les idiots. Et j'espère qu'après notre conversation, Sandra, que plus de membres encore demain qu'hier seront non seulement convaincus du rôle sociétal du sport, de la confiance qu'ils peuvent mettre dans le sport et donc d'inscrire leurs enfants et d'aller voir leurs petits-enfants s'exprimer dans le sport et surtout de pratiquer du sport elles-mêmes et eux-mêmes, parce que finalement c'est au travers du sport aussi qu'on devient meilleur, qu'on devient plus fort, qu'on parvient à prendre plus de recul et surtout qu'on accepte mieux l'autre dans la vie de chaque jour. Très belle conclusion qui s'aligne totalement avec le why de Gouberna, Better Boards, Better Organizations, voilà. Better World. Donc, merci beaucoup encore et merci à tous et à toutes. On se reverra bientôt. Merci Sandra, merci Gouberna.